Ça me fait quand même plaisir de voir que les discussions sont déjà stimulées et elles vont se poursuivre avec nos deux prochaines présentations qui vont traiter de l'aménagement de nos villes pour demeurer actifs au quotidien, pas seulement le week-end, pas seulement quand on est en congé. Alors, je vais inviter donc Corinne Voyer, qui dirige la Coalition québécoise sur la problématique du poids. C'est aussi grâce à Corinne que nous sommes là aujourd'hui. C'est une des instigatrices de cette journée, avec son équipe, bien sûr. Je sais, tu n'as pas fait ça toute seule, mais je tenais à le mentionner. Et également Jean-François Pinsonneau. Jean-François Pinsonneau, qui est appelé amicalement dans le milieu comme une tête blanche. C'est pas pour le vieillir, c'est vraiment parce que c'est un homme d'expérience qui a beaucoup, beaucoup fait sur le terrain. Il est conseiller en aménagement au service de la diversité sociale et des sports à la Ville de Montréal. C'est un homme qui a œuvré dans le domaine de l'activité physique et qui a coordonné, entre autres, qui était coordonnateur principal de l'initiative Montréal physiquement active. Donc, Jean-François va se joindre à nous pour la prochaine session. On vous écoute. Donc, on parle d'activité physique. Je vais faire un sprint sur ma présentation aujourd'hui. Donc, effectivement, la coalition, normalement, travaille plus au niveau provincial, mais on a besoin des municipalités pour aller plus loin dans l'idée de faire bouger davantage la population. Donc, j'ai deux objectifs aujourd'hui. C'est de vous démontrer un peu les retombées d'avoir des municipalités qui promouvoient l'activité physique, donc quelles sont les retombées pour elles, et de faire un éventail rapide de qu'est-ce qui est possible de faire. Juste m'assurer, flèche verte. C'est bon. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Coalition Poids, on est parrainé par l'Association pour la santé publique du Québec et notre principale mission, c'est de revendiquer des modifications législatives, réglementaires ou encore des politiques publiques qui vont faire en sorte qu'on va promouvoir des environnements facilitant les choix santé et ainsi réduire la problématique du poids. On réunit maintenant près de 330 partenaires. La Ville de Montréal en fait partie. On a aussi d'autres municipalités qui sont aujourd'hui dans la salle, comme Sherbrooke et Laval. Et plusieurs des exposants sont des partenaires également de la Coalition Poids. Rapidement, la problématique du poids au Québec, c'est beaucoup de gens qui ont un surpoids ou une obésité. C'est 57 % de la population. C'est un enfant sur 4. C'est une problématique qui a des conséquences sur la santé parce qu'on pense à toutes les maladies chroniques associées à ça, que ce soit le cancer, diabète, maladies cardiovasculaires. Et plus récemment, on a réussi à chiffrer au Québec l'impact économique que ça a au niveau des nuits d'hospitalisation et des consultations médicales. On parle de 1,5 milliard de dollars par année. Et là, vu que c'est la thématique de ce matin, l'inactivité physique, c'est un facteur de risque de l'obésité. Et c'est seulement 7 % des jeunes Canadiens qui atteignent un minimum de 60 minutes d'activité physique par jour. Donc, c'est vraiment faible. On a une grande problématique de sédentarité. Donc, pourquoi les municipalités doivent s'intéresser aux saines habitudes de vie de façon générale? On a fait un sondage avec Ipsos récemment qui indiquait que 7 citoyens sur 10 aimeraient que la municipalité en fasse plus pour la prévention de l'obésité et des maladies chroniques. Donc, il y a une volonté populaire derrière. Et même si ce n'est pas une responsabilité première de la municipalité de faire en sorte que sa population soit en santé, de plus en plus de municipalités sortent de leur champ d'expertise pour essayer de donner des milieux de vie qui vont être favorables aux saines habitudes de vie. Donc, c'est quoi le « what's in it for me » d'une municipalité d'investir dans des modes de vie qui vont être physiquement actifs pour sa population? C'est sûr qu'au niveau du pouvoir d'attraction, ça a son effet. De plus en plus de villes comme Montréal vivent avec l'exode des familles en banlieue. Donc, de pouvoir redonner un milieu de vie qui va être intéressant pour ces familles-là, c'est offrir un milieu de vie de qualité, que ce soit pour des déplacements comme la marche, d'avoir des aires de récréation, de loisirs. C'est un milieu d'attraction pour les résidents. Ça développe la cohésion sociale, le sentiment d'appartenance de la collectivité. Et c'est aussi un outil important de développement local pour les municipalités de pouvoir mettre en place de l'activité physique et sportive sur son territoire parce que ça vient rassembler des gens puis mobiliser la communauté. Ça a pour effet aussi d'augmenter la participation à la vie citoyenne, un défi que plusieurs municipalités ont, d'essayer d'impliquer leurs citoyens dans la vie politique et sociale. Et on a remarqué que plus des quartiers vont être aménagés pour marcher, faire du vélo, ou qui soient dynamiques avec la densité, la mixité, ça fait en sorte que les gens bâtissent des liens, interagissent et ne restent pas chez eux. Donc, c'est sûr que ça vient développer à ce moment-là un meilleur sentiment d'appartenance. Ça va aussi attirer des investisseurs et des travailleurs. Donc, forcément, ça a des retombées économiques.
et ça a un potentiel au niveau récréo-touristique, des revenus s'il y a des développements de sentiers, que ce soit dans des villes qui sont bien denses et qui vont avoir des rues commerciales où c'est très bien aménagé, ou que ce soit en banlieue sur des pistes comme la route verte qui vont attirer des gens. On est dans les avantages économiques, il y en a d'autres. C'est sûr qu'une population en santé, c'est une population qui est productive, donc qui est bonne pour tout le monde, autant au niveau provincial qu'au niveau municipal. On a remarqué aussi que les installations comme les maisons qui vont avoir près d'elles des pistes cyclables, des parcs ou toute aire de loisirs récréatifs, bien, ça fait augmenter la valeur foncière des maisons. Donc, ça rapporte des recettes fiscales intéressantes pour la municipalité. Quand une municipalité favorise des transports alternatifs à l'automobile, c'est sûr que ça a un impact intéressant au niveau du revenu des ménages, au niveau du transport. Donc, on vient réduire les dépenses en transport. Quand je parle de coûts d'infrastructure, c'est que les aménagements de vélos et piétons sont beaucoup moins coûteux à entretenir que des aménagements autoroutiers. Donc, il y a une économie de développer davantage là. Puis, au niveau de l'économie locale, j'en ai parlé un peu, mais les recettes, je vais vous donner un exemple, les piétons et les cyclistes qui vont marcher dans leur quartier, souvent vont avoir tendance aussi à acheter de proximité de chez eux. Et puis, au niveau récréo-touristique, en 2012, c'était 131 millions de dollars que rapportait juste le cyclisme au Québec en termes d'activité économique. Au niveau des avantages pour l'environnement et la sécurité, bien évidemment, si on réussit à encourager les gens à adopter des modes de transport alternatifs à l'automobile, donc le transport actif et l'autobus, bien, on va réduire l'impact sur la congestion routière. Puis juste à Montréal, on parle de pertes en congestion routière de 1,5 milliard de dollars par année. Ça vient aussi, si on encourage les gens à aller vers d'autres modes de déplacement que l'auto, réduire les gaz à effet de serre, réduire les îlots de chaleur. Donc, au niveau de l'impact environnemental, c'est intéressant. Ce n'est pas juste pour la santé physique. Et bien, une ville qui est développée de façon à ce que la circulation automobile est moins dense et le flux est moins important, bien, ça encourage un sentiment de sécurité. Les gens sont plus portés à sortir de chez eux. On sait que dans les quartiers défavorisés, il y a beaucoup d'artères, par exemple. Donc, les jeunes sont moins portés à sortir. Puis une ville où les gens ont le bien-être, de se sentir en sécurité, bien, ça joue aussi sur le sentiment d'appartenance et donc aussi sur la diminution de la criminalité. Oui, hein, effectivement, c'était écrit criminalité, mais on la diminue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir une ville active? Donc, rapidement, il y a des grandes règles de base. Le transport actif, c'est peut-être une des meilleures façons d'intégrer l'activité physique au quotidien pour n'importe qui. Mais si on veut y parvenir, si on veut que les gens marchent plus, il faut d'abord réduire le volume de circulation. Puis ça veut dire de prendre des gestes audacieux et de réduire la capacité routière. Donc, plus on va développer des autoroutes, plus on va développer des voies larges et importantes, moins les gens vont s'adonner à du transport alternatif. Donc, juste au niveau du transport collectif, si on augmente les services, il y a un appui populaire de 86 % de la population. Les gens veulent avoir un accès et un bon accès au transport collectif. Puis, si on peut penser à l'intermodalité, mixer vélo, autobus, vélo, métro, c'est toujours plus facilitant pour l'ensemble des gens. Il faut qu'on assure une plus grande part d'investissement. C'est là qu'on a besoin que les municipalités s'impliquent pour le demander aussi au niveau du gouvernement provincial, parce que ça va ensemble. On n'a pas le choix de se mobiliser pour s'assurer qu'on mette ça de l'avant comme une priorité. Les voies réservées au transport collectif, c'est essentiel. S'il n'y a pas de voie réservée, les gens ont l'impression de se retrouver dans leur auto, pris dans le trafic de la même façon. Donc, ça ne vient pas encourager les gens à transférer leur mode de déplacement. Puis l'autre élément qui est moins populaire, c'est limiter les espaces de stationnement, mais qui fait partie de la clé du succès. Si on a des espaces de stationnement qui nous attendent au point de travail ou dans les institutions importantes, les pôles de déplacement où les gens vont se déplacer, bien, plus il y aura des stationnements accessibles, plus les gens vont prendre leur auto. On ne dit pas de les enlever d'un coup, mais de diminuer tranquillement. Puis il y a Vivre en ville qui a une expertise particulière sur les stationnements, puis ils ont un kiosque aujourd'hui. Je vous invite à aller les voir. Je vous ai mis dans votre carte, dans votre pochette, bien, c'est pas moi qui l'ai mis, en fait, on a mis dans votre pochette une carte des accidents de la route qui impliquent un véhicule et des piétons de la Direction de santé publique de Montréal. C'est des travaux. Je vous invite à la regarder.
Elle n'est pas dans dans mon PowerPoint, mais ça vient vous illustrer l'ensemble des accidents sur le territoire, comment c'est un casse-tête. C'est impossible d'isoler une place. C'est ici qu'on sécurise les déplacements parce qu'il y en a plus. On sait que les artères, les intersections sont les lieux où les gens vont avoir un conflit. Mais c'est pour vous illustrer que si on ne réduit pas le volume de circulation, on ne réussira pas non plus à réduire le nombre de petits points rouges sur la carte. Donc, diminuer la vitesse des véhicules, c'est l'autre clé du succès qu'il faut qu'on mette de l'avant. Puis ça, bien, ça passe par des mesures d'apaisement de la circulation. C'est les aménagements physiques durables. Et ça ne demande pas de surveillance policière, ça vient dicter un comportement de l'automobiliste. C'est une des meilleures façons de pouvoir réduire la vitesse. Parce que même si on met des pancartes de 30 km/h ou 40 km/h dans nos milieux de vie, si la route est dessinée pour rouler à 60, les gens vont rouler à 60 s'il n'y a pas de police non plus pour donner d'étiquette. Fait que rétrécir les voies, mettre des bacs à fleurs aux intersections pour rétrécir ou encore empêcher une voiture de se stationner là. Parce que je vous rappelle que dans la loi, il n'est pas possible de se stationner à moins de 5 mètres d'une intersection. Mais la mise en application de ça n'est pas vraiment faite. Fait que s'il y avait un aménagement physique qui empêche le taux de se stationner là, bien, on viendrait sécuriser d'une part les intersections, puis en plus décourager l'usage de l'automobile. Donc, je vais sauter, il faut que j'accélère. Si on parle de déplacement actif sécuritaire, on ne peut pas passer à côté de Vélo Québec, qui a un événement qui nous attend en septembre où ils pourront discuter davantage là, de qu'est-ce qui favorise le vélo et les piétons. Mais de base, c'est certain qu'il nous faut des aménagements qui vont être agréables. J'ai parlé de sécuriser les intersections. Il faut penser au temps de traverse. Souvent, les temps de traverse sur les grosses artères sont limités. Puis là, on vient mettre des personnes âgées ou des enfants en danger parce qu'ils n'ont pas fini de traverser la rue. Donc, juste d'augmenter le temps de traverse vient favoriser et sécuriser l'intersection. Prévoir des refuges aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le temps de traverser à temps, surtout si c'est des gros boulevards. Puis je sais que c'est là que ça se passe, les accidents. Donc, le temps de traverse n'est pas à négliger. Je vais sauter à la suite. En termes d'occupation du territoire, plus on va avoir des villes qui vont favoriser la densité, la mixité, on sait, ça va encourager les gens à marcher davantage, à acheter local. Puis les quartiers qui sont aménagés de la sorte vont favoriser quasiment 35 à 45 minutes de plus d'activité physique des citoyens par semaine. Donc, il y a vraiment un effet bénéfique sur l'activité physique. Permettre aux enfants de se rendre à l'école à pied ou à vélo, c'est un fléau qu'on a connu. Ça décline depuis les années 70. C'était en fait 70 % des enfants qui marchaient pour aller à l'école. Maintenant, c'est seulement 30 %. L'école primaire, c'est souvent l'école de quartier. C'est l'occasion où les familles peuvent aller marcher. C'est un petit 15 minutes dans la journée, mais c'est suffisant pour initier un mode de vie actif. Mais l'enjeu, c'est que les parents ont peur, vont aller porter leurs enfants en auto. Donc, il y a des initiatives qui peuvent être faites. Puis à la ville de Sainte-Julie, la mairesse sera là cet après-midi, ils ont fait un périmètre de sécurité autour de l'école où il est impossible d'amener son enfant en auto. Donc, ça décourage le parent de venir porter son enfant en auto. Il y a des zones destinées à l'autobus, mais ça a vraiment eu un impact significatif là, sur la sécurité autour de l'école. Puis quand on construit ou on déconstruit des écoles avant de les fermer, c'est important d'évaluer l'impact sur le potentiel piétonnier. Il y a quelques nouvelles écoles qui se développent encore au Québec. Puis trop souvent, on oublie d'évaluer est-ce que les gens peuvent marcher pour se rendre à l'école, est-ce qu'il va y avoir une piste cyclable, des trottoirs. On choisit un terrain, souvent il est à l'autre bout. On ne le zone pas correctement, fait qu'il y a des restaurants qui viennent s'installer autour. Puis c'est la meilleure occasion à saisir pour pouvoir bâtir convenablement. Donc, il me reste combien de temps? 5 minutes, on va avant. OK, j'avance. Donc, au niveau des parcs et des espaces verts, il y a quelqu'un d'autre qui va en parler plus tard, mais je voulais juste vous montrer qu'il y avait un appui populaire de 91 % à ce qu'on développe des parcs pour tous les âges. Donc, si on commence à développer des parcs pour tous les âges, il faut aussi que ce soit accessible et proche des lieux. Si on pense aux personnes âgées, si c'est à l'autre bout de la ville, puis c'est pas proche des résidences pour personnes âgées, c'est pas dit qu'elle va être très fréquentée. Surtout s'il n'y a pas un transport adapté pour ces gens-là ou des types de navettes. Il y a des municipalités qui ont réfléchi, qui ont développé des projets à cet effet-là, mais ça fait partie des éléments à réfléchir. Pour les nouvelles familles, souvent, les parcs de jeux, on va avoir une présentation sur les normes, mais il faut penser aussi qu'un parc, c'est fait aussi pour prendre de l'accélération, laisser les enfants jouer et courir.
Donc, c'est bien les parcs de détente, mais ça ne favorise pas nécessairement l'activité physique. Et bien, si on veut revitaliser nos villes, on peut penser à revitaliser des stationnements en terrain de jeu. C'est toujours intéressant. Puis, on va avoir une présentation tantôt sur les ruelles. Donc, je suis presque finie. En termes d'installations récréatives et sportives, les Jeux du Québec sont des occasions uniques pour développer ou investir dans les infrastructures. C'est le temps de mettre à l'épreuve des choses puis de repenser nos affaires. Il y a des revenus qui sont associés avec ça. Donc, ce sont des belles occasions. Encore une fois, c'est de penser à rendre ça accessible au transport collectif et peut-être juste aussi quand il y a des infrastructures d'activités sportives, on a souvent soif. Fait qu'au lieu d'aller chercher une boisson sucrée au dépanneur, ce serait intéressant qu'il y ait une fontaine d'eau accessible dans le parc. Puis pour des organismes, des milieux plus défavorisés, en fait, il y a des politiques de subvention qui peuvent être mises en place par la municipalité pour encourager les familles défavorisées à pouvoir s'impliquer à des activités organisées qui souvent ne peuvent pas avoir. Et l'hiver, le fameux hiver québécois. Bien, si on veut faire bouger nos citoyens l'hiver, il y a moyen. La population s'attend à 83 % qu'on déneige et qu'on déglace et trottoirs et pistes cyclables. Donc, souvent, il y a des municipalités qui vont déneiger un seul bord de trottoir. Ça vient mettre en danger la sécurité des piétons, ça n'incite pas les personnes âgées à sortir de chez eux. Souvent, on ne déglace pas assez vite. Il y a beaucoup de trottoirs qui sont glacés, il y a un entretien à faire, puis on va vouloir prioriser évidemment la chaussée routière, mais les piétons aussi sont à prioriser si on veut avoir un changement dans nos modes de déplacement. On peut déneiger les parcs. Il y a eu aussi cet hiver un petit enjeu avec certaines municipalités qui voulaient interdire de glisser sur leur terrain par risque de poursuite. Il y a quand même un appui de la population à 66 % à ce qu'on puisse glisser dans les parcs. Le sondage qu'on a fait, c'était en termes de priorité. Donc, c'est sûr qu'ils ne montent pas aussi fort que d'autres. Vous savez où investir, transport actif et collectif en premier. Mais il reste que nos parcs peuvent être aménagés pour que nos enfants puissent profiter l'hiver aussi de l'espace. Alors, oups, je n'avais pas... Ah, bien ça va être Jean-François qui va vous parler des politiques possibles à faire dans les municipalités. Et moi, bien, je vous invite à vous engager au moins par année à une action favorable au mode de vie physiquement actif. Vous savez, le défi de Capsana qui se déroule à chaque année. C'est une belle occasion de pouvoir le mettre en œuvre. Merci beaucoup, Corinne.